La pluie s'abattait avec une violence inouïe en ce mardi après-midi, transformant l'avenue Montaigne en un véritable fleuve de parapluies pressés et de taxis parisiens klaxonnant à tout rompre. Christophe de Montfort se tenait à l'abri sous l'auvent de son café de prédilection, observant le chaos se déployer, tandis que son chauffeur faisait le tour du pâté de maison pour la énième fois. Il s'était réfugié à l'intérieur pour échapper à un journaliste particulièrement agressif qui le harcelait au sujet de sa dernière acquisition immobilière. Un bâtiment historique situé dans le Marais que les défenseurs du patrimoine voulaient préserver à tout prix et que les promoteurs souhaitaient démolir. À 38 ans, Christophe avait bâti un empire dont la valeur dépassait les 3 milliards d'euros. Pourtant, ces derniers temps, chaque victoire lui laissait un goût de cendre. 6 mois. C'était le temps qui s'était écoulé depuis que les papiers du divorce avaient été finalisés. 6 mois depuis que Nathalie avait quitté leur somptueux triplex avec pour seul bagage ses effets personnels et sa fierté. Elle avait refusé sa proposition d'arrangement financier, refusé l'appartement de fonction, tout refusé à l'exception de sa liberté. Le souvenir de ce départ le brûlait encore, non pas d'une colère aveugle, mais d'un sentiment infiniment plus complexe et douloureux. Christophe consulta sa montre, une Patek Philippe vintage dont il avait hérité de son grand-père, et décida de tenter sa chance sous l'averse. La pluie semblait se calmer légèrement, et il avait une réunion cruciale qu'il ne pouvait se permettre de manquer. Il fit un pas sur le trottoir mouillé et faillit percuter une femme qui luttait pour ouvrir son parapluie tout en jonglant avec 2 sacs de course bien remplis. « Je vous demande pardon », commença-t-il en tendant les mains pour stabiliser ses sacs. Puis il se fit Jeannette. La femme leva les yeux vers lui. Ses grands yeux couleur miel s'écarquillèrent, mêlant la stupeur de la reconnaissance à une lueur qui ressemblait étrangement à de la peur. Nathalie. Son ex-femme. Mais ce n'était plus la Nathalie dont il chérissait le souvenir. Cette femme possédait les mêmes traits d'une délicatesse exquise, cette même habitude charmante de glisser une mèche de ses cheveux bruns derrière son oreille lorsqu'elle était nerveuse. Mais quelque chose en elle était profondément différent. Elle était enceinte. Le ventre déjà très rond. Christophe sentit le monde basculer légèrement autour de lui. Son regard descendit vers la courbure évidente de son abdomen, parfaitement visible sous son trench-coat assombri par la pluie, avant de remonter vers son visage. Les joues de Nathalie se teintèrent d'un rouge vif, et elle recula d'un pas, manquant de laisser échapper l'un de ses sacs. « Christophe » murmura-t-elle, sa voix à peine audible par-dessus le tumulte de la circulation. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Vous êtes enceinte. » Les mots lui échappèrent avant même qu'il ne puisse les retenir, tombant avec une platitude accusatrice qu'il n'avait nullement préméditée. La main de Nathalie se posa d'un geste protecteur sur son ventre. « Oui. » « De combien de temps ? » ? « Cela ne vous regarde plus en aucune façon. » Sa voix avait retrouvé cette force tranquille, cet acier familier qu'il avait tant aimé et tant haï durant leur mariage. L'esprit de Christophe s'emballa, effectuant à une vitesse vertigineuse des calculs qu'il aurait préféré ignorer. Ils étaient divorcés depuis 6 mois, séparés depuis 2 mois avant cela, soit 8 mois au total. Si sa grossesse était aussi avancée qu'elle en avait l'air, 5 ou peut-être 6 mois, alors la chronologie était impossible. Sauf qu'elle n'était pas impossible du tout. Elle était parfaitement, cruellement possible. Mais c'était absurde. Nathalie était stérile. Ils avaient passé 3 longues années à essayer de concevoir un enfant, 3 années d'aller-retour chez les meilleurs spécialistes, de batteries d'examens et de traitements hormonaux qui les avaient laissés tous deux exsangues, émotionnellement détruits. Le diagnostic de la médecine avait été sans appel. Une endométriose sévère ayant irrémédiablement endommagé ses trompes de Fallope, laissant moins de 2% de chance d'une conception naturelle. Les médecins avaient fortement recommandé la fécondation in vitro, mais après 2 cycles ayant échoué, coûtant une véritable fortune et anéantissant ce qu'il restait de l'essence même de leur mariage, ils avaient fini par renoncer. Cette infertilité avait été le début de la fin. Non pas parce que Christophe en tenait Nathalie pour responsable, jamais il ne l'avait blâmée, mais parce que le poids écrasant de cette perte avait broyé quelque chose de fondamental entre eux. Ils avaient commencé comme des amants passionnés, incapables de garder leurs mains l'un loin de l'autre, riant de leurs propres blagues secrètes et finissant inlassablement les phrases de l'autre. À la toute fin, ils n'étaient plus que des étrangers partageant une même literie, courtois, prudents et désespérément malheureux. C'est de la folie, laissa échapper Christophe, la gorge nouée. Les médecins affirmaient que vous ne le pouviez pas. Je sais parfaitement ce que les médecins ont dit. Nathalie réajusta la prise de ses sacs, la mâchoire serrée avec cette obstination qu'il ne connaissait que trop bien.
J'étais présente à chaque consultation, à chaque examen, à chaque échec cuisant. Je sais très exactement ce qu'ils m'ont dit. Alors comment? Il fit un geste d'impuissance vers son ventre. Les miracles se produisent, Christophe. Ou peut-être que l'imminente science médicale s'est trompée. Quelle importance au fond? Elle détourna le regard, scrutant la rue avec anxiété. Il faut vraiment que j'y aille. Attendez. Il tendit la main pour retenir son bras, puis se ravisa au dernier instant. Nathalie, je vous en prie. Si ce bébé est. S'il y a la moindre chance. Il n'y a aucune chance, trancha-t-elle avec une acuité coupante. Cet enfant n'a strictement rien à voir avec vous. Ces paroles le frappèrent avec la violence d'un coup physique. Christophe sentit un froid glacial s'installer au creux de sa poitrine. Vous fréquentez quelqu'un. Ce n'était pas une question, c'était un constat amer. L'expression de Nathalie changea instantanément. Elle prit cette posture défensive qui lui en disait bien plus qu'elle ne le souhaitait. Bien sûr qu'elle fréquentait quelqu'un. Elle était d'une beauté renversante, brillante, d'une grande douceur. Pourquoi n'aurait-elle pas refait sa vie? 6 mois représentaient une éternité, le temps amplement suffisant pour rencontrer un autre homme, en tomber éperdument amoureuse et fonder une famille. Cette famille dont elle avait toujours rêvé, cette famille qu'elle n'avait pas pu lui donner. Sauf qu'ils n'avaient pas divorcé par manque d'amour. Ils avaient divorcé parce que la souffrance de désirer l'impossible avait fini par empoisonner tout le reste. Christophe avait été le premier à suggérer la séparation après le 2e échec de la FIV, lors d'une de ces discussions d'une terrible rationalité où ils excellaient désormais. Nous pourrions adopter, avait-il proposé. Nous pourrions faire appel à une mère porteuse. Mais Nathalie l'avait regardé, le visage noyé de larmes, en murmurant qu'elle n'en avait plus la force. Qu'elle ne pouvait plus supporter de s'effondrer, de le décevoir sans cesse. Qu'elle ne voulait plus vivre dans l'ombre glaciale des enfants qu'il n'aurait jamais. Il l'avait laissée partir par amour. Parce que la regarder se détruire à petit feu pour un combat perdu d'avance était infiniment plus atrocement douloureux que de la perdre elle. C'était du moins ce qu'il se répétait au beau milieu de la nuit, lorsqu'il fixait le plafond, incapable de trouver le sommeil dans leur lit devenu bien trop vaste. « Je suis heureux pour vous », parvint à articuler Christophe. Le mensonge avait un goût de fiel. Sincèrement. J'espère. J'espère que tout se passera bien. Le visage de Nathalie s'adoucit imperceptiblement. Merci. C'est gentil de votre part de le dire. Me ferez-vous savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit? Pas d'argent, s'empressa-t-il d'ajouter face à l'éclair d'indignation dans ses yeux. Je sais que vous n'en voulez pas. Mais s'il y a quoi que ce soit d'autre, je vous en prie. Elle l'étudia longuement, et Christophe se demanda un instant ce qu'elle voyait réellement en lui. Voyait-elle l'homme qu'elle avait follement aimé, ou le rappel douloureux de leur tragédie personnelle? Pensait-elle encore à leur mariage, ou avait-elle définitivement rangé ses souvenirs dans une boîte scellée portant l'étiquette d'une erreur de parcours? Je dois vraiment partir, finit par dire Nathalie. Prenez soin de vous, Christophe. Elle s'éloigna sans un regard en arrière, sa silhouette de future mère se fondant dans la marée humaine des promeneurs et des cadres pressés regagnant leur foyer. Christophe resta pétrifié sur le trottoir. La pluie reprit de plus belle, transperçant le tissu luxueux de sa veste sur mesure. Son téléphone se mit à vibrer. Son assistant lui rappelait l'importance de sa prochaine réunion. Il tapa un message rapide, annonçant qu'un imprévu absolu l'obligeait à reporter, avant de héler un taxi. Il donna l'adresse de son appartement à Paris et s'enfonça dans le siège en cuir, observant d'un œil vide les lumières de la capitale défiler sous l'averse. Nathalie était enceinte. Après des années à entendre les pires pronostics de la bouche des sommités médicales, après que leur union se soit disloquée sous ce poids accablant, elle s'apprêtait à donner la vie, avec un autre. Cette concordance des temps le rongeait de l'intérieur. Enceinte de 6 mois, environ. Ce qui signifiait que la conception avait eu lieu pile autour de la signature de leur divorce. Ou peut-être un peu avant. Avait-elle vu cet homme alors qu'ils étaient encore officiellement mariés? Avait-elle simulé cette infertilité? Non. C'était une pensée paranoïaque et profondément cruelle. Nathalie n'avait jamais menti. Elle avait été anéantie par leur incapacité à procréer. Elle s'en était voulu, même lorsqu'il lui avait juré 1 millier de fois qu'elle n'y était pour rien. Mais alors? Comment était-ce concevable? Christophe sortit son téléphone et fit défiler ses contacts jusqu'au nom du docteur Jacqueline Lefebvre,
la spécialiste de la fertilité qui les avait suivis pendant si longtemps. Il commença à composer le numéro, puis interrompit son geste. Que allait-il bien pouvoir lui dire? Mon ex-femme attend miraculeusement un enfant, veuillez m'en expliquer les raisons médicales? Cela ne le concernait plus, Nathalie avait été on ne peut plus claire. Cet enfant n'avait rien à voir avec lui. Pourtant, il ne parvenait pas à se défaire de cette intuition brûlante qu'au contraire, cet enfant le concernait de très près. Le taxi s'immobilisa devant son immeuble prestigieux, et Christophe régla la course sans même prêter attention au montant. Il prit l'ascenseur privé jusqu'au dernier étage dans un silence lourd, saluant le portier d'un signe de tête distrait. À l'intérieur, le vaste appartement résonnait d'un vide abyssal. La touche chaleureuse de Nathalie s'était évaporée. Les coussins aux couleurs vives, les plantes verdoyantes qu'elle chérissait, les photographies de leurs escapades autour du monde. Il avait tout fait redécorer selon les codes d'un minimalisme moderne et épuré. Tout y était gris, chromé, d'un goût irréprochable. L'endroit ressemblait désormais à une suite d'hôtels sans âme. Christophe se versa un fond de cognac hors d'âge et se posta devant les immenses baies vitrées, contemplant la ville lumière. Quelque part là-bas, Nathalie arrivait sans doute chez elle, rangeant ses provisions, confiant peut-être à son nouveau compagnon cette rencontre troublante avec son ex-mari, peut-être en riait-il, ou peut-être qu'il n'y avait pas de quoi en rire du tout. Il revit l'expression de son visage lorsqu'elle l'avait aperçu. Pas seulement de la surprise, de la crainte pure. Et cette façon dont sa main avait encerclé son ventre, comme pour protéger l'enfant de lui. De quoi au juste? Que s'imaginait-elle qu'il ferait? À moins qu'elle ne lui cache une part de la vérité, un secret sur cette grossesse qu'elle s'évertuait à dissimuler. Christophe vida son verre d'un trait et prit sa décision. Il exigeait des réponses, et il savait pertinemment par où commencer. Il ne ferma pas l'œil de la nuit. Étendu sur le dos, il fixait les moulures du plafond immaculé, observant le balai incessant des phares de la rue projeter des ombres mouvantes. À chaque fois qu'il fermait les paupières, il revoyait le visage de Nathalie, sa peur palpable, son réflexe défensif face à ce ventre, comme s'il représentait un danger. Aux premières lueurs de l'aube, il renonça définitivement au sommeil et se dirigea vers son bureau personnel. Il y conservait d'anciennes archives, rangées dans une armoire verrouillée qu'il n'avait jamais pris le temps de vider, les dossiers médicaux détaillant leur traitement. Il les sortit, les étala sur la lourde table en chêne, relisant avec douleur les comptes rendus qu'il s'était forcé d'oublier. Les notes du docteur Lefebvre étaient d'une minutie clinique implacable. Endométriose de stade 4, lésion tubaire bilatérale, multiples cycles de stimulation ovarienne voués à l'échec, 2 tentatives de FIV infructueuses. Le pronostic ne laissait aucune place à l'ambiguïté. Une grossesse spontanée était jugée hautement improbable, et même avec l'assistance de la médecine reproductive, les pourcentages de réussite demeuraient infimes. La maladie de Nathalie était chronique, évolutive. La praticienne avait fini par recommander le recours au don d'ovocytes ou, dans d'autres juridictions, à la gestation pour autrui. Christophe se souvenait parfaitement de cette consultation. C'était par un matin grisâtre de février, près de 2 ans auparavant, dans le cabinet tamisé du docteur Lefebvre. Nathalie était restée assise, parfaitement immobile, les mains sagement croisées sur ses genoux, pendant que le couperet tombait. Ensuite, dans l'intimité de la voiture, elle s'était finalement brisée, pleurant avec une telle violence qu'elle en avait eu la nausée. Christophe l'avait enlacée, sentant l'impuissance et la fureur le submerger face à une fatalité qui se jouait d'eux. Il s'était quand même accroché à la FIV, par 2 fois. À chaque tentative, Nathalie avait enduré des semaines d'injections quotidiennes d'hormones qui la laissaient épuisée, le corps gonflé, l'âme à vif. Par 2 fois, ils avaient attendu avec une lueur d'espoir le verdict de la prise de sang. Par 2 fois, le couperet du test négatif était tombé. Le second échec s'était produit 14 mois auparavant. Une semaine après ce drame, Nathalie avait déménagé ses affaires dans la chambre d'amis. 2 mois plus tard, Christophe avait posé le mot de divorce sur la table. Il saisit son téléphone et composa le numéro du cabinet du docteur Lefebvre, laissant un message urgent à la permanence téléphonique. Il se força ensuite à prendre une douche, à enfiler un costume de coupe parfaite, traversant les étapes de sa routine matinale comme un automate. Dans la matinée, son assistant l'appela pour lui confirmer l'agenda réorganisé de ses rendez-vous. Peu de temps après, le docteur Lefebvre le rappela. « Christophe, je dois vous avouer ma surprise en écoutant votre message, » dit-elle, sa voix conservant sa chaleur professionnelle habituelle. « Comment vous portez-vous ?
J'ai besoin de vous poser une question cruciale concernant la pathologie de Nathalie, attaqua-t-il sans le moindre préambule. Existe-t-il une quelconque probabilité que le diagnostic ait été erroné? Une infime chance qu'elle puisse concevoir un enfant de manière tout à fait naturelle? Un silence lourd s'installa à l'autre bout de la ligne. S'est-il passé quelque chose d'inhabituel? Je l'ai croisée hier dans la rue. Elle est enceinte. Très enceinte. À vue de nez, je dirais 5 ou 6 mois de grossesse. Un nouveau silence, plus pesant que le précédent. C'est indéniablement inattendu, mais nullement impossible au sens médical strict. Les diagnostics ne sont jamais d'une certitude absolue, Christophe. Il subsiste toujours une marge d'erreur, aussi infime soit-elle. Car le corps humain renferme sa propre part d'imprévisibilité. J'ai été témoin de cas où. Quel est le pourcentage statistique, la coupa-t-il? Si l'on s'en tient à la réalité du dossier médical de Nathalie, je dirais qu'il est inférieur à 1% pour une conception naturelle. Mais 1% n'est pas zéro. Une grossesse spontanée chez une patiente atteinte d'endométriose sévère peut survenir. Bien que cela relève de l'exceptionnel. Parfois, l'inflammation diminue d'elle-même. Parfois, la baisse brutale de l'anxiété joue un rôle de catalyseur. Et parfois, nous admettons humblement notre incompréhension face au mystère de la vie. Est-il possible que la pression inhérente à notre couple ait fait un blocage? Est-il possible que le traumatisme du divorce ait ironiquement libéré cette capacité? Le docteur Lefebvre répondit avec une infinie douceur. C'est une hypothèse tout à fait valide. L'impact du stress chronique sur la fonction reproductive n'est plus à prouver. Toutefois, je me dois de ne pas vous laisser vous bercer de fausses illusions, ni sombrer dans une culpabilité infondée, Christophe. Si Nathalie attend un enfant, cela peut résulter d'une conception naturelle inespérée, tout comme elle pourrait très bien avoir entamé un protocole de FIV dans une autre clinique, avoir eu recours à un don d'ovocytes, parmi tant d'autres scénarios. Lui avez-vous posé la question ouvertement? Elle m'a affirmé que cet enfant n'était pas de moi. Dans ce cas, peut-être serait-il sage de respecter sa parole. Christophe raccrocha, le cœur encore plus lourd qu'à son réveil. Il s'efforça de se plonger dans ses dossiers. Il devait diriger une visioconférence complexe concernant la réhabilitation du quartier du Marais, mais son esprit s'évadait sans cesse. Finalement, en milieu de journée, il commit un acte dont il n'était guère fier. Il fit appeler le directeur de la sécurité de son entreprise, un ancien commissaire de police particulièrement perspicace du nom de Bernard. « J'ai une mission d'une extrême discrétion à vous confier », lui glissa Christophe, la voix basse. « Bien sûr, monsieur de Montfort. » De quoi s'agit-il? Je souhaite obtenir des informations sur mon ex-femme. Elle a repris son nom de jeune fille, Nathalie Roche. Je veux savoir précisément où elle réside, où elle est employée, quelles sont ses fréquentations actuelles. Il marqua un temps d'arrêt, se maudissant pour ce qu'il s'apprêtait à exiger. J'ai impérativement besoin de connaître l'identité du père de l'enfant qu'elle porte. C'est entendu, monsieur. Je vous remettrai un rapport complet avant la fin de la journée. Christophe coupa la communication et sentit aussitôt la nausée l'envahir. Ce qu'il faisait était abject. Il violait l'intimité de Nathalie, franchissant la ligne rouge qu'il s'était fixée lors de leur séparation. Mais cette soif de vérité le consumait. La chronologie était troublante, cette grossesse relevait presque de la science-fiction. Il y avait une faille dans cette histoire. Le reste de l'après-midi s'étira comme un brouillard de négociations financières dont il ne retint aucune substance. En fin de journée, Bernard apparut dans l'encadrement de la porte de son bureau, une tablette tactile à la main, le visage barré d'une moue soucieuse. « Vous avez fait vite », constata Christophe. Les informations de surface étaient aisées à rassembler, répondit Bernard avec une prudence calculée. Néanmoins, le dossier présente quelques singularités. Montrez-moi. Bernard déposa l'écran sur le cuir du bureau. Madame Roche habite un modeste appartement dans le Marais, au 4e étage sans ascenseur. Elle gagne sa vie en tant que consultante indépendante, rédigeant des demandes de subventions pour diverses associations caritatives. L'examen de ses flux financiers atteste d'un mode de vie extrêmement frugal. Aucune dépense superflue, pas de voyage lointain, et absolument aucune trace d'une contribution financière de la part d'un conjoint. Et concernant le père? Bernard hésita une seconde. C'est là que réside la complexité de l'affaire.
Il n'y a pas l'ombre d'une preuve attestant qu'elle partage sa vie avec qui que ce soit. Son empreinte sur les réseaux sociaux est muette sur ce point. Personne n'a été vu franchissant régulièrement le seuil de son immeuble. À l'exception d'une figure locale, la concierge, Madame Jacqueline, qui lui montre de temps à autre ses provisions. Ses relevés bancaires ne mentionnent aucun dîner en tête-à-tête dans des restaurants romantiques. Aucune dépense partagée. Il n'y a tout simplement aucune présence masculine dans son quotidien. Christophe sentit le sang battre à ses tempes. C'est invraisemblable. Elle est enceinte de 6 mois. Il y a forcément un père quelque part. J'ai pris la liberté de sonder quelques-unes de ses amies proches avec la plus grande délicatesse. En me faisant passer pour un journaliste préparant un portrait sur son engagement associatif. Leurs témoignages concordent parfaitement. Nathalie s'est isolée dans une bulle de solitude depuis l'annonce du divorce. L'une d'elles a cependant noté un changement d'attitude il y a quelques mois de cela. Elle la décrivait comme rayonnante. Ravivée, mais Nathalie se refusait obstinément à en divulguer la cause. Une autre a rapporté qu'elle aurait prononcé le mot « miracle », sans fournir la moindre explication. « Un miracle », répéta lentement Christophe. Bernard s'éclaircit la gorge. Il y a un dernier détail troublant. J'ai pu obtenir une copie de son dossier médical. Ne m'interrogez pas sur mes méthodes. Elle est suivie par une obstétricienne réputée à l'hôpital américain de Paris, à Neuilly-sur-Seine. D'après les observations auxquelles j'ai eu accès, il s'agit d'une grossesse naturelle d'une robustesse étonnante. Nulle trace d'une procédure de FIV, aucune complication notable à ce stade. Le terme est prévu dans approximativement 12 semaines. L'esprit mathématique de Christophe fit le calcul instantanément. 12 semaines avant le terme final de 9 mois, cela signifiait qu'elle en était à environ 6 mois de gestation révolue. Par conséquent, la conception remontait très exactement à 7 mois en arrière. Il y a 7 mois, nous étions encore devant les avocats, murmura Christophe, la voix brisée. Nous étions séparés de corps, mais notre mariage n'était pas encore dissous. Bernard garda un silence professionnel, mais son regard trahissait sa compréhension de l'enjeu. Ces documents médicaux contiennent-ils d'autres indices? La moindre mention d'un test de paternité en cours? Aucune recherche en paternité n'a été sollicitée. Cependant, Bernard effleura la surface de l'écran, affichant un formulaire numérisé. Ceci est le questionnaire d'admission rempli lors de sa toute première consultation prénatale, il y a environ 5 mois. Le document requiert des précisions sur les antécédents médicaux du géniteur. Madame Roche a laissé l'intégralité de ses cases désespérément vides. À l'exception d'une seule. À la question « Comment la conception a-t-elle été obtenue ?», elle a rédigé de sa propre main « Grossesse spontanée naturelle après des années d'infertilité médicale ». Christophe fixa l'écriture de Nathalie jusqu'à ce que les lettres se mettent à danser devant ses yeux. Grossesse spontanée. Année d'infertilité. Elle faisait indubitablement référence à leur propre tragédie, à leurs combats acharnés pour concevoir l'enfant de leur amour. Monsieur de Montfort, reprit Bernard avec une précaution extrême. Existe-t-il, mathématiquement parlant, une chance pour que cet enfant soit le vôtre? Nous ne vivions plus sous le même toit, affirma Christophe, mais sa mémoire l'entraînait déjà 7 mois en arrière, dans le froid glacial de février. Ils cohabitaient encore au sein du même triplex, se croisant comme des fantômes muets. Les conventions de divorce étaient rédigées, en attente du sceau définitif. L'atmosphère était étouffante, chargée des vestiges d'un amour en ruine. Et puis, il y avait eu ce soir-là. Nathalie était rentrée tardivement d'un dîner d'anniversaire. Elle avait bu quelques coupes de champagne, elle n'était pas ivre, mais l'alcool avait levé ses barrières, la rendant vulnérable, mélancolique, et d'une beauté à fendre l'âme. Ils s'étaient mis à parler. À échanger de véritables paroles pour la première fois depuis des éternités. Ils avaient évoqué le naufrage de leurs espoirs, l'immensité de ce qu'ils avaient perdu, la passion dévorante qui les unissait avant que le destin ne s'acharne sur eux. Un mot en entraînant un autre, les regards s'étaient croisés. Ils s'étaient retrouvés emmêlés dans les draps, faisant l'amour avec l'urgence du désespoir, une tendresse déchirante et une tristesse infinie. À son réveil, Nathalie avait disparu. Elle lui avait laissé une simple note posée sur le chevet, stipulant que cet égarement était une funeste erreur, que cela ne se reproduirait plus jamais, et qu'il devait impérativement poursuivre la procédure de divorce. Une semaine plus tard, elle faisait ses cartons. Christophe avait tout fait pour enfouir le souvenir de cette nuit de fièvre.
Il l'avait classé comme un adieu magnifique, un barreau d'honneur avant de redevenir de parfaits inconnus. Mais aujourd'hui. Mon Dieu, expira-t-il dans un souffle. Il pourrait bien être de moi. Quels sont vos ordres, monsieur, interrogea Bernard. Christophe se leva d'un bond, attrapant son manteau posé sur le fauteuil. Rien. L'enquête s'arrête ici. Détruisez le moindre fichier que vous avez exhumé. Effacez cette conversation de votre mémoire. Monsieur. Je suis tout à fait sérieux, Bernard. Ceci ne doit en aucun cas sortir de cette pièce, c'est terminé. Bernard opina lentement du chef et se retira en refermant la porte. Christophe resta planté au centre de son bureau, le cœur battant à rompre ses côtes. S'il existait ne serait-ce que l'ombre d'une possibilité que ce sang soit le sien, il se devait d'obtenir des aveux de Nathalie. Mais elle avait été si tranchante, si péremptoire quant à son exclusion. Elle lui avait craché au visage qu'il n'avait rien à voir avec cet enfant. Pourquoi se donnerait-elle la peine de mentir avec un tel aplomb? À moins qu'elle ne soit elle-même dans le flou, à moins qu'elle n'ait connu un autre homme dans ce même laps de temps, se persuadant que le miracle émanait de cet inconnu. Ou bien, pire encore, à moins qu'elle n'ait la certitude absolue de la paternité de Christophe, et qu'elle tente désespérément de prémunir l'enfant contre lui, contre l'univers impitoyable des affaires dans lequel il évoluait, refusant que son bébé ne devienne l'héritier d'un milliardaire surexposé. Ou peut-être, tout simplement, ne désirait-elle plus jamais le revoir dans son existence. Christophe empoigna ses clés de voiture et s'engouffra dans l'ascenseur. Il détenait l'adresse de Nathalie dans le Marais. Il allait sonner à sa porte, il s'assiérait, et il n'en repartirait pas sans détenir l'absolue vérité. Quelle qu'elle soit, il aurait la carrure de l'affronter. Il devait savoir. Le trajet jusqu'au Marais prit un temps infini à cause des embouteillages de la capitale. Christophe stationna sa berline de luxe en toute illégalité sur un emplacement de livraison, les mains cramponnées au volant, cherchant fébrilement ses mots. Il finit par s'extirper du véhicule et marcha d'un pas déterminé jusqu'à la façade haussmannienne de son immeuble. Il repéra l'étiquette portant le nom de Roche et enfonça l'interphone. Le silence fut sa seule réponse. Il pressa le bouton à nouveau, plus longuement. Toujours rien. Elle n'est pas chez elle, monsieur. La voix grave claqua dans son dos. Christophe se retourna brusquement pour faire face à une dame d'un certain âge, tirant un cabas de marché derrière elle, le jaugeant de ses petits yeux sombres et inquisiteurs. Et si vous êtes venu ici pour la harceler, vous pouvez rebrousser chemin immédiatement. Je ne suis absolument pas venu pour la harceler, tempéra Christophe. Je suis une de ses connaissances. Un ami proche. Sauriez-vous à quel moment elle sera de retour? La femme, qu'il devinait être l'incontournable Madame Jacqueline, détailla le drapé luxueux de son costume et la lueur dorée de sa montre suisse. Un ami, dites-vous? Quelle singulière ironie, elle ne m'a jamais glissé un mot sur vous. Et croyez-moi, elle est d'une vigilance extrême quant aux personnes qu'elle laisse pénétrer dans sa vie depuis quelque temps. Mon nom est Christophe de Montfort. Je suis son ex-mari. Une étincelle de compréhension illumina le visage ridé de la concierge, promptement remplacé par un courroux non dissimulé. Ah! C'est donc vous l'homme qui l'a détruite. La gifle verbale fut plus cinglante qu'elle n'aurait dû l'être. Va-t-elle bien? Je vous en conjure, j'ai simplement besoin d'être rassuré sur son état. Madame Jacqueline le scruta d'un œil sévère pendant ce qui lui parut une éternité. Elle finit par lâcher un soupir exaspéré. Elle est à l'hôpital. L'hôpital américain. Le travail a commencé prématurément en tout début d'après-midi. Le sang se figea dans les veines de Christophe. Le travail? Déjà? Mais elle n'en est qu'à son 6e mois. 28 semaines, monsieur, trancha TL avec autorité. C'est beaucoup trop tôt. Les ambulanciers sont venus la chercher. Je me suis proposé de l'accompagner dans le véhicule, mais avec son entêtement habituel, elle m'a juré qu'elle s'en sortirait seule. La voix de la vieille dame se fissura l'espace d'une seconde. Cette pauvre enfant est d'une solitude affligeante, affirmant à qui veut l'entendre que tout va pour le mieux alors qu'elle s'effondre de l'intérieur. Christophe était déjà en train de courir vers sa voiture. Quelle aile de l'hôpital? Urgences obstétriques, 5e étage, cria Madame Jacqueline dans son sillage. Et dites-lui bien que j'arrive dès que mon gendre pourra m'y déposer. La course à travers Paris pour rejoindre Neuilly-sur-Seine ne fut qu'une succession de klaxons et de feux rouges grillés dont Christophe n'eut même pas conscience. Son cerveau tournait en boucle sur une seule donnée terrifiante.
28 semaines, c'était d'une prématurité alarmante. Les nourrissons pouvaient survivre à ce stade de développement, mais ils étaient confrontés à des défis vitaux d'une immense cruauté. Détresse respiratoire, retard neurologique, des mois interminables confinés dans des couveuses de réanimation néonatale. Nathalie devait être tétanisée par la peur. Il laissa sa voiture aux mains du voiturier de l'hôpital américain et se rua vers la batterie d'ascenseurs. L'atmosphère du 5e étage tranchait avec sa panique. Des lumières tamisées, des teintes pastel apaisantes, et cette odeur d'antiseptique commune à tous les établissements de santé du monde. Il s'approcha du comptoir des infirmières, tentant désespérément de calmer sa respiration haletante. « Je cherche Madame Nathalie Roche », annonça-t-il. Elle a été admise dans l'après. Midi pour une menace d'accouchement prématuré. L'infirmière, une femme dans la force de l'âge au regard compatissant, consulta son moniteur. « Faites-vous partie de sa famille proche ? » « Je suis son mari. » Le mensonge affleura sur ses lèvres avec un naturel déconcertant, et il ne fit rien pour s'en excuser. Est-elle hors de danger ? Comment va le bébé ? Les médecins ont réussi à stopper les contractions grâce à un traitement intraveineux. Madame Roche est alitée et sous étroite surveillance. L'infirmière plissa les yeux, le dévisageant avec plus d'attention. Votre nom ne figurait pourtant pas sur la liste des personnes à contacter en cas d'urgence. À vrai dire, elle n'a désigné absolument personne. Nous sommes en pleine séparation, avoua Christophe. La situation est d'une grande complexité. Mais je vous implore de me laisser l'apercevoir, ne serait-ce qu'une poignée de secondes. Le visage de la soignante perdit de sa sévérité. Chambre 517. Cependant, si elle exige que vous quittiez la pièce, vous vous exécutez sur le champ. Toute forme de contrariété est le pire poison pour elle à cet instant précis. Christophe avança dans le couloir, les mains tremblantes. La porte était entr'ouverte, dévoilant Nathalie, adossée à une montagne d'oreillers médicaux, une main doucement posée sur la courbure de son ventre. Elle paraissait si frêle, terriblement épuisée, le visage creusé par de profonds cernes violacées. Une perfusion s'enfonçait dans le creux de son bras, et elle était reliée à une multitude de capteurs qui émettaient un léger cliquetis régulier. Il toqua timidement contre l'encadrement de la porte. Les paupières de Nathalie s'ouvrirent brusquement. À sa vue, ses traits traversèrent une cascade d'émotions contradictoires, l'effarement, la panique, l'indignation, pour finalement sombrer dans une amère résignation. « Comment avez-vous su que j'étais ici ?» La voix était éraillée. « Votre gardienne, Madame Jacqueline. » Christophe fit un pas hésitant à l'intérieur de la chambre. « Elle m'a annoncé que vous aviez des contractions. »« Nathalie, je suis tellement désolée. »« Vous sentez-vous bien ? Est-ce que le bébé ? » ?»« Nous allons bien. Les médecins ont arrêté le processus. Je suis sous forte médication, assignée à résidence dans ce lit. » Elle tourna la tête vers la fenêtre, fuyant son regard. « Vous n'avez rien à faire ici, Christophe. » J'en ai parfaitement conscience, mais je ne pouvais pas faire demi-tour. Pas en sachant que vous étiez à l'hôpital. Il s'approcha lentement, tirant un fauteuil près du lit. Nathalie. Nous devons parler. Du bébé. De la date de conception. Il n'y a absolument rien à dire. Il y a 7 mois. En février. La transition vers le tutoiement s'imposa de force, brisant le mur de glace. Une nuit, juste avant que tu ne quittes l'appartement. Tu t'en souviens ? Le visage de Nathalie se vida de ses couleurs. Ce fut une erreur monumentale. Un moment d'égarement total. Cela n'avait aucune signification. N'est-ce pas ? Parce que j'ai fait le calcul, et la chronologie s'aligne avec une précision mathématique. Cet enfant pourrait être de moi. Pourrait n'est pas est, riposta Nathalie, mais sa voix trahissait un tremblement irrépressible. Je t'ai prévenu. Tu m'as dit qu'il n'avait rien à voir avec moi. Tu n'as jamais prononcé la phrase stipulant qu'il n'était pas le mien. Christophe se pencha en avant, l'implorant du regard. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi l'absolue vérité. Est-ce mon sang qui coule dans ses veines ? Un lourd silence s'étira. Puis, à la stupéfaction de Christophe, des larmes silencieuses se mirent à dévaler les joues pâles de Nathalie.
Je l'ignore, murmura-t-elle dans un souffle brisé. Devant Dieu, je n'en sais rien. Ces mots restèrent suspendus dans la lumière stérile de la chambre. Christophe eut l'impression qu'un poing invisible venait de lui broyer le sternum. Comment peux-tu ignorer une telle chose? Nathalie essuya ses joues avec un geste de rage impuissante. Après que tu as eu la brillante idée de suggérer la rupture. Après mon exil dans la chambre d'amis. J'étais consumée par la fureur. Furieuse contre toi, contre ma propre existence, contre Dieu, le destin. Ou quelle que soit la force cosmique qui avait décrété que mes entrailles seraient stériles. J'ai commencé à sortir tard dans la nuit, m'efforçant de me persuader que je pouvais jouir d'une existence sans toi, sans cette famille idéale que nous avions tant fantasmée. Elle prit une inspiration saccadée. J'ai fait la connaissance d'un homme. Un médecin, ou du moins c'est ce qu'il prétendait, lors d'un gala de charité pour lequel j'avais rédigé un appel aux dons. Il s'appelait David. Nous avons partagé quelques dîners. Il était prévenant, plein d'esprit, et surtout, il ignorait tout de mon calvaire médical et de mon mariage en ruine. Il était la simplicité incarnée. Sans histoire. Une jalousie féroce, hideuse et viscérale, tordit les entrailles de Christophe. Tu as couché avec lui. Une seule et unique fois. Sans doute 2 semaines après notre rechute. Nous avons terminé la soirée dans son appartement. L'espace d'une seconde, j'ai voulu croire que c'était cela, tourner la page. Mais au lendemain matin, il n'y avait rien. Aucune étincelle. Aucun frisson. Juste un gouffre de vide. Elle plongea ses yeux rougis par le chagrin dans les siens. Je lui ai avoué que je n'avais pas l'étoffe d'entamer une nouvelle liaison amoureuse, et nous avons coupé les ponts. Et puis, quelques semaines plus tard, mes cycles ont cessé. Et tu en as conclu, en toute logique, que l'enfant était de lui. J'en ai conclu, en toute logique, que j'étais en train de sombrer dans la folie, rectifia Nathalie avec une pointe d'amertume. J'ai dû acheter 3 tests de grossesse différents en pharmacie avant de consentir à y croire. Puis j'ai couru consulter. Elle m'a annoncé la nouvelle. Elle a employé le mot miracle. L'un de ces rarissimes cas cliniques où la chair guérit par elle-même? Ou bien la conséquence d'un diagnostic initial biaisé, ou la simple conjonction astrale parfaite? Elle laissa échapper un rire jaune, dépourvu de la moindre joie. J'ai remué ciel et terre pour retrouver David. Son numéro de téléphone n'était plus attribué. L'établissement hospitalier prestigieux dans lequel il se vantait d'exercer n'avait aucune trace d'un confrère répondant à ce patronyme. J'ai fouillé davantage. J'ai compris qu'il avait tissé une toile de mensonges. Je parie que David n'était même pas son véritable prénom. Christophe resta pétrifié. Il devait porter une alliance en cachette, sans l'ombre d'un doute. Ou bien il fuyait la moindre implication affective. Peu importe la vérité, il s'était évaporé dans la nature. Nathalie posa ses 2 mains sur le dôme de son ventre, comme pour en faire un rempart. Alors j'ai pris ma décision. Cet enfant devenait ma seule raison de vivre. Mon miracle personnel, détaché de mon mariage brisé et de cet imposteur sans nom. J'allais affronter cette maternité seule. Et je l'élèverais seule. Mais tu doutais, souligna Christophe, la voix empreinte d'une lenteur dramatique. Tu doutais de l'identité du père. Moi, ou lui? L'enchaînement des dates était d'une perversité folle. Et considérant mon passif gynécologique, concevoir spontanément me semblait de l'ordre de l'utopie. Réussir cet exploit 2 fois dans un intervalle si restreint. Cela relevait de la science-fiction. Elle soutint son regard, sans faiblir. J'ai fini par me laver le cerveau pour croire qu'il était issu de cette aventure d'un soir. Parce que si jamais il était de toi. Si ce sang mêlé était le nôtre. L'équation devenait insoluble. Si c'était ton enfant. Cela signifiait que nous avions enfin enfanté ce que nous désirions par-dessus tout. Mais seulement après avoir méthodiquement assassiné notre amour dans la bataille. Cela impliquait de devoir retourner vers toi, d'inventer une coparentalité hybride. Ou pire, d'être enchaîné à perpétuité à l'homme qui m'avait contemplé au fond des abysses, l'homme qui avait assisté à mon naufrage continu.
Sa voix se brisa net. Je n'en avais pas la force, Christophe. Je ne pouvais pas affronter la perspective que ce fruit soit le nôtre alors que notre histoire gisait en cendres. Christophe sentit ses propres yeux se brouiller de larmes chaudes. Tu n'as jamais fait naufrage, Nathalie. C'est nous qui avons échoué. Tous les deux. Nous avons laissé ce combat pour la fertilité engloutir notre identité au lieu de former un front uni face à l'adversité. Si j'ai cautionné la séparation, c'est parce que je te voyais te disloquer sous mes yeux. Parce qu'il ne se passait pas un jour sans que tu ne portes le blâme pour une chose dont tu étais totalement innocente. Et je ne trouvais pas les clés pour apaiser ton tourment. J'ai cru, à tort, que t'octroyer cette liberté t'apporterait la paix. Il tendit la main, eut une fraction de seconde d'hésitation, puis saisit la sienne. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Pas une seule minute. Les larmes de Nathalie redoublèrent d'intensité. Ne prononce pas ces mots. C'est la plus pure des vérités. Cette séparation a été l'erreur la plus colossale de mon existence. Et s'il existe une once de possibilité pour que cet enfant soit notre victoire. La gorge serrée, il peina à terminer sa phrase. Nous devons de le découvrir, Nathalie. Nous devons avoir la certitude. Je suis terrifiée, avoua-t-elle dans un murmure à peine perceptible. Et si le test prouve le contraire? Et s'il appartient à ce David, quel que soit l'homme qui se cache derrière ce masque? Et si ce miracle est le fruit d'une escroquerie? Alors nous affronterons cela ensemble. Mais s'il est de moi? Si ce bébé est l'exaucement de nos suppliques, la réponse à nos nuits de désespoir, et que nous sommes passés à un souffle de le perdre par excès de fierté et de douleur? Christophe pressa ses doigts avec une immense tendresse. Je t'en supplie. Accorde-moi le droit de rester à tes côtés. De te soulager de ce fardeau. Du moins, jusqu'à ce que la science nous livre son verdict. Avant que Nathalie ne puisse articuler une réponse, la porte s'ouvrit sur une praticienne à l'allure stricte, une femme dans la cinquantaine, arborant des cheveux poivre et sel et une aura d'autorité naturelle. Madame Roche. Je suis le docteur Céline Dubois. Je supervise le pôle des grossesses pathologiques. Elle posa un œil interrogateur sur Christophe. Et vous êtes? Christophe de Montfort. Je suis. Il se tourna vers Nathalie, incapable de définir sa place. Il est le géniteur de cet enfant, trancha Nathalie d'une voix faible mais claire. Éventuellement. Nous sommes dans l'incertitude. Les sourcils du docteur Dubois se haussèrent d'1 millimètre, mais son professionnalisme reprit instantanément le dessus. Je vois. Eh bien, monsieur de Montfort, puisque vous êtes sur les lieux, vous devez comprendre que l'état de Madame Roche, tout comme celui du fœtus, est stabilisé pour l'instant. Toutefois, nous faisons face à une situation à très haut risque. 28 semaines. C'est infiniment précoce. Nous lui avons injecté des corticoïdes par voie intramusculaire afin d'accélérer la maturation pulmonaire du bébé dans l'éventualité d'un accouchement imminent. La surveillance des moniteurs est continue pour déceler la moindre reprise de l'activité utérine. Quelle est la cause de ces contractions, s'enquit Christophe? La menace d'accouchement prématuré peut être déclenchée par un faisceau de facteurs. Le stress psychologique, une surcharge physique, ou tout simplement les mystères de l'obstétrique. Madame Roche m'a indiqué qu'elle accumulait de longues journées de travail et que son sommeil était sérieusement altéré. Le docteur Dubois pivota vers sa patiente. Vous allez être placé sous le régime du repos strict et absolu. Plus d'ordinateur, plus de réunions, activité motrice réduite à sa plus stricte expression. Vous allez avoir un besoin crucial d'assistance quotidienne. Une aide pour préparer les repas, l'intendance. Les courses. Avez-vous de la famille en Île-de-France? Nathalie secoua doucement la tête. Mes parents vivent en Provence. Ma sœur est mutée à Londres. Je me débrouillais très bien toute seule jusqu'à présent. Cette époque est révolue, trancha le médecin avec une fermeté implacable. Pour les semaines à venir, et au moins jusqu'à ce que nous franchissions le cap des 34 semaines, l'isolement vous est formellement interdit. La pression de devoir gérer le quotidien sans filet pourrait relancer la dynamique du travail utérin en un claquement de doigts.
Elle viendra s'installer chez moi, décréta Christophe sans la moindre hésitation. Mon appartement est immense, j'ai tout le personnel nécessaire. Je ferai venir une infirmière de garde, un chef à domicile, peu importe le prix. Christophe, non. Nathalie, je t'en prie. Il plongea son regard dans le sien, cherchant son âme. Laisse-moi assumer ce rôle. Pour toi. Pour lui. Laisse-moi te porter. Nathalie balaya l'espace du regard, de Christophe au médecin, le visage tourmenté par l'indécision. Elle finit par clore les paupières et hocha la tête de façon imperceptible. Une capitulation. Très bien. Mais uniquement jusqu'à la délivrance et dans l'attente du test ADN. Sur mon honneur, jura Christophe. Tout ce que tu l'exigeras. La priorité absolue est la sauvegarde de cet enfant. Le docteur Dubois valida la décision sur son dossier informatisé. Parfait. Je vous garde en observation sous monitoring pendant 48 heures supplémentaires. Si l'accalmie se maintient, vous obtiendrez votre bon de sortie pour une hospitalisation à domicile. Monsieur de Montfort. Je vous conseille vivement de mettre ce délai à profit pour adapter votre lieu de résidence. Elle devra disposer d'un espace de plain-pied, les escaliers sont à proscrire catégoriquement. L'équipe soignante vous transmettra un protocole détaillant les signaux d'alarme à surveiller. Lorsque le médecin les laissa seuls, un lourd silence retomba entre eux. Ce fut Nathalie qui le rompit, la voix brisée par la fatigue de cette journée cauchemardesque. C'est l'absurdité même. Il y a 48 heures, ma solitude m'allait comme un gant. Et voilà que je me retrouve parachutée dans ton luxueux triplex, suspendu au résultat d'un prélèvement sanguin pour savoir si tu es le père de ce bébé. Il n'y a là aucune absurdité, répondit Christophe avec une infinie douceur. Juste l'imprévisible magie de la vie. À l'image de cette grossesse inouïe. Il demeura immobile, conservant sa main dans la sienne. Je m'occupe de la logistique. Ferme les yeux. Préserve ton énergie pour offrir à cet enfant le luxe de grandir encore quelques semaines à l'abri du monde. Et si la science démontre que ton sang n'est pas le sien, interrogea Nathalie, et Christophe y décela les frémissements d'une panique sourde. Que se passera-t-il à ce moment-là? Christophe la contempla longuement. Cette femme qui avait été le soleil de sa vie, qu'il croyait avoir perdu à jamais et qui hantait ses nuits. Puis il glissa son regard sur la majesté de son ventre, sanctuaire où un être minuscule, qui portait peut-être son héritage, luttait de toutes ses forces pour rejoindre la lumière. « Je serai là pour toi, de la même façon, » répondit-il avec une sincérité désarmante. « Car, que la biologie fasse de moi son père ou non, tu demeures l'être humain auquel je tiens le plus au monde, la femme que je n'aurais jamais dû laisser partir. Et cet être en devenir mérite l'accueil le plus exceptionnel qui soit. » Il fit une pause. « Mais, Nathalie. Je crois que nous connaissons tous les deux la réponse. Nous l'avons toujours pressenti. » Les larmes de Nathalie coulèrent de nouveau, mais cette fois-ci, elle ne chercha pas à se défaire de son étreinte. Elle s'agrippa à lui, comme une naufragée qui, après avoir dérivé de longs mois en haute mer, trouverait enfin le bois tiède d'une chaloupe de sauvetage. 2 jours s'écoulèrent. Le chauffeur de Christophe gara la berline devant le hall des admissions de l'hôpital américain, un fauteuil roulant d'or est déjà préparé. Nathalie s'était farouchement opposée, affirmant que l'usage de ses jambes lui était resté, mais le docteur Dubois n'avait souffert aucune réplique. Chaque effort épargné était une victoire. Le majestueux triplex du 16e arrondissement s'était métamorphosé. Christophe avait ordonné le démantèlement de son vaste bureau du rez-de-chaussée pour l'aménager en une suite médicalisée tout confort. On y trouvait un lit de repos articulé de qualité clinique, un accès direct à une salle d'eau privative, et un appareillage de monitoring digne d'une salle de réveil. Il s'était adjoint les services d'une infirmière libérale nommée Caroline, une femme rayonnante d'une 40aine d'années, forte d'une décennie d'expérience en maternité à haut risque. Les réfrigérateurs débordaient de produits frais, minutieusement sélectionnés selon les prescriptions diététiques. Madeleine, la gouvernante, avait été briefée sur la gravité de la situation et s'était portée garante du confort absolu de la patiente. « C'est démesuré », murmura Nathalie lors de la visite des lieux. Elle paraissait perdue,
presque minuscule face à la sophistication des équipements et au luxe immaculé de la pièce, soutenant délicatement le poids de son ventre d'une main protectrice. C'est précisément la mesure exigée par la situation, rétorqua Christophe. Caroline prendra son service en journée. Je prendrai le relais dès la tombée de la nuit. Madeleine s'assurera que tes repas soient parfaits. Ta seule et unique préoccupation consiste à reposer ton corps et à laisser la vie faire son œuvre. Mais qu'en est-il de ton entreprise? Tu ne peux pas geler la marche d'un empire financier pour mes beaux yeux. Regarde-moi bien le faire. Christophe l'accompagna avec une infinie précaution jusqu'au lit. J'ai imposé le format de la visioconférence pour toutes mes réunions directoriales. Le moindre dossier exigeant un déplacement physique attendra des jours meilleurs. Dans l'immédiat, tu es ma priorité absolue. Vous êtes mon unique priorité. Au fil des jours, ils s'acclimatèrent à un balai quotidien auquel ils n'auraient jamais cru goûter de nouveau. Christophe pilotait ses affaires depuis la table en marbre de la salle à manger, veillant à garder une oreille attentive au moindre appel provenant de la chambre. L'infirmière relevait les paramètres vitaux et captait le battement du cœur fœtal à intervalles réguliers. Nathalie dévorait des romans, rattrapait son retard sur des séries télévisées, luttant farouchement contre l'ennui de cet emprisonnement thérapeutique. Et, pas à pas, avec l'infinie prudence de ceux qui marchent sur un lac gelé, ils recommencèrent à échanger. Ils esquivèrent l'écueil du test de paternité. Le sujet était encore trop incandescent, trop destructeur en cas d'erreur. Ils laissèrent plutôt les mots glisser sur des futilités nécessaires, la critique d'un ouvrage, la trame d'un film. Nathalie se passionna en décrivant son combat pour les associations caritatives, évoquant ses dossiers de financement qu'elle montait pour bâtir des jardins solidaires et des programmes d'alphabétisation. Christophe lui parla de son chantier dans le Marais, lui confiant qu'il avait finalement opté pour la restauration de la façade d'époque, mariant le charme historique à des logements aux loyers encadrés, préférant l'âme de la pierre à la froideur d'une tour de verre. « Tu as changé », lui fit remarquer Nathalie un soir. Christophe venait de lui déposer un plateau d'argent garni d'un filet de saumon sauvage aux légumes anciens, préparé par les mains expertes de Madeleine. Il prit place dans le fauteuil de velours près du lit, un rituel qu'ils avaient naturellement adopté au crépuscule. En quel sens? Tu es plus doux. Davantage ancré dans le moment présent. Autrefois, ton esprit évoluait perpétuellement avec 3 coups d'avance sur l'échiquier du monde, obsédé par l'acquisition suivante, le coup de poker du lendemain. Aujourd'hui, tu es simplement là. Christophe pesa le sens de ces mots. T'avoir perdu a provoqué un séisme en moi. J'ai brusquement pris conscience que j'avais tant misé sur la construction de cet empire que j'en avais oublié la raison pour laquelle je bâtissais les murs. Quelle est la saveur de la réussite si l'on se retrouve seul au sommet de la tour pour trinquer? À la victoire? Nathalie reposa lentement sa fourchette sur la porcelaine. Christophe, il va falloir que nous abordions le sujet de l'après. Ce qui va se passer une fois que cet enfant aura vu le jour. Nous ne pourrons pas fuir la réalité indéfiniment. Il savait que cette confrontation était inéluctable. As-tu réfléchi à ce que tu souhaites? En toute franchise, j'erre dans le brouillard absolu. Si l'ADN prouve que c'est le tien, il nous faudra débattre des droits de garde, instaurer un système de coparentalité rationnelle. Je ne me fais pas d'illusions. Nous n'allons pas miraculeusement reprendre le fil de notre mariage là où la cassure s'est produite. Et pourquoi pas? Nathalie se figea, le fixant intensément. Pardon? Pourquoi devrions-nous reprendre au point de rupture? Pourquoi ne pas effacer l'ardoise et recommencer depuis la première page? Construire sur de meilleures fondations. Le pouls de Christophe s'accéléra follement. Je sais que je t'ai blessé au-delà des mots. Je reconnais que j'ai déposé les armes et plaidé pour le divorce alors que j'aurais dû me battre comme un lion pour sauver notre amour. Mais écoute-moi bien. Nathalie. Ces 2 dernières semaines vécues dans cette intimité imposée ont été les plus lumineuses de ces dernières années. Non pas à cause de l'enfant qui arrive. Mais à cause de toi. Parce que le simple fait de partager un café noir avec toi au matin, d'écouter le récit de ta journée, et de trouver le sommeil avec la certitude que tu respires en sécurité sous le même plafond que moi, est un luxe dont je ne veux plus me passer.
Je refuse que cette parenthèse se referme. Tu tiens ce discours mielleux parce que je porte la vie. Je tiens ce discours parce que je ne t'ai jamais désaimé, déclara-t-il avec une intensité farouche. L'excuse de ta grossesse a simplement été la faille providentielle qui m'a permis d'entrer à nouveau dans ta sphère, de réveiller la magnificence de ce que nous étions avant que la douleur ne nous broie. Et bien sûr, si cet enfant a mon sang, je revendiquerai mon titre de père. Je veux assister au réveil nocturne, changer les couches, m'émerveiller de son premier sourire. Mais, écoute-moi attentivement. Même si l'enveloppe confidentielle du laboratoire révèle que je n'en suis pas le géniteur biologique. Je te veux, toi. C'est nous que je veux retrouver. Des larmes silencieuses perlèrent à nouveau au bord des cils de Nathalie. J'ai tellement peur, Christophe. Que se passera-t-il si nous rallumons la flamme et qu'elle nous brûle à nouveau? Si nos démons du passé refont surface? Ils ne le feront pas. Car le creuset de la souffrance nous a métamorphosés. Nous avons goûté au poison de l'absence de l'autre. Et je t'en fais le serment sacré, jamais plus je ne considérerai ta présence comme un acquis. Il enlaça ses doigts fragiles avec douceur. Mais je t'interdis de te sentir oppressé par mes mots. Nous avancerons au rythme qui te conviendra. La première étape, c'est de t'amener, toi et cette petite merveille, saine et sauve jusqu'à la ligne d'arrivée. Ensuite, la science nous donnera son verdict. Et après cela, nous déciderons du chemin à emprunter. Aucune précipitation. Aucune exigence. Rien que la vérité nue, et le temps. Nathalie resserra son étreinte. Une journée après l'autre. Les jours glissèrent, se transformant en semaines victorieuses. Nathalie franchit la barrière des 30 semaines, puis celle, tant espérée, des 32. Chaque nouvelle aube était célébrée comme un triomphe intime. Madame Jacqueline la gardienne vint lui rendre visite, les bras chargés d'un velouté de légumes faits maison et des derniers potins du quartier du Marais. Le docteur Dubois assurait des consultations domiciliaires d'une rigueur implacable, jonglant avec les dosages et multipliant les échographies de contrôle. Le fœtus poursuivait sa courbe de croissance idéale, pulvérisant tous les pronostics pessimistes. Et à l'ombre de ce suspense médical, les âmes de Christophe et Nathalie se réparaient. Leur rire résonnait devant des comédies désuètes. Ils s'écharpaient avec tendresse sur le choix des prénoms. Nathalie défendait avec ferveur les grands classiques du registre français, tandis que Christophe militait pour une touche d'originalité. Ils se tenaient la main à s'embroyer les phalanges lors des minutes d'angoisse, lorsqu'une contraction inopportune les obligeait à alerter le médecin pour s'assurer que le ciel ne leur tombait pas sur la tête. À la 34e semaine, le docteur Dubois leur annonça enfin, avec une satisfaction retenue, l'allègement du couperet. Vous avez magistralement franchi la zone de péril extrême. Si le déclenchement naturel survient aujourd'hui, les risques de séquelles néonatales sont considérablement amoindris. Une vigilance de tous les instants reste de mise. Mais le tableau clinique est infiniment plus clément qu'il y a 1 mois et demi. Sommes-nous en mesure d'effectuer la recherche en paternité, s'enquit Nathalie. L'obsession de ce test devenait de plus en plus prégnante chez elle. Elle avait viscéralement besoin de connaître la vérité avant le jour J, une analyse génétique prénatale non invasive est parfaitement réalisable à ce stade, confirma la spécialiste. Une simple ponction veineuse sur vous deux suffira. Les laboratoires demandent environ 1 semaine pour l'interprétation. Avez-vous mûri votre réflexion pour franchir cette étape? Christophe croisa le regard de Nathalie. Il y déchiffra un maelstrom de terreur brute et d'espoir incrusté au fond de ses pupilles couleur miel. Oui, souffla-t-elle avec bravoure. Nous y sommes prêts. Le prélèvement sanguin fut l'affaire de quelques secondes. Mais l'attente qui s'ensuivit s'apparenta à un supplice psychologique. 7 jours qui prirent les proportions de cette décennie. Christophe s'efforçait de forger son mental à affronter n'importe quel dénouement. Si le sang révélait qu'il était le père, il entrerait dans la paternité. Cette simple évocation le plongeait dans un état de grâce et de terreur indéfinissable. Mais s'il ne l'était pas, que ferait-il? Ferait-il ses valises? C'était une hypothèse qu'il chassait de son esprit avec dégoût.
Nathalie et l'enfant qu'elle portait étaient redevenus l'épicentre de son univers, et la simple perspective de les voir disparaître l'étouffait. L'appel tant redouté tomba un mardi matin. Le secrétariat du docteur Dubois requérait leur présence immédiate au cabinet de Neuilly. Christophe aida Nathalie à s'installer sur la banquette en cuir de la voiture. Son ventre était désormais imposant, l'inconfort lié à la fin de grossesse se lisait sur ses traits tirés, et elle cochait fiévreusement chaque jour la rapprochant de la délivrance. Le trajet à travers Paris se fit dans un silence sépulcral, la tension nouant leurs cordes vocales. Le cabinet du médecin, habillé de boiseries nobles, se voulait un havre de sérénité. Elle les invita à prendre place face à son bureau et ouvrit le fichier crypté sur son moniteur médical. Christophe sentit la main de Nathalie chercher la sienne, s'y agrippant avec l'énergie du désespoir. L'analyse génétique est formelle et incontestable, annonça le docteur Dubois d'une voix neutre. Monsieur de Montfort, vous êtes biologiquement le géniteur de cet enfant. L'indice de probabilité de paternité culmine à 99,9%, le rouage de l'univers cessa instantanément de tourner. Christophe perçut un son ténu émanant de la gorge de Nathalie. Un son hybride, à la croisée du sanglot déchirant et du rire libérateur. Il suffoquait, le cerveau annihilé par l'onde de choc. Il allait être père. Cet enfant, ce petit être que Nathalie abritait dans la chaleur de son corps. Cet authentique prodige de la biologie qui avait bravé l'impossible, était le fruit de sa propre chair. Mon Dieu, balbutia Nathalie dans un souffle. Mon Dieu, Christophe, c'est le tien. C'est notre enfant. Christophe fit volte-face et soudain, tous deux fondirent en larmes, éclatant de rire à travers leurs sanglots, s'enlaçant avec toute la prudence qu'imposait la rotondité de son ventre. Le torrent de souffrance, le gouffre des fausses couches invisibles, les cœurs brisés des années passées, venaient de se fracasser pour laisser place à cet éclat de pure félicité. Ils avaient sculpté cette vie dans l'obscurité d'une nuit de naufrage. Et de façon totalement inconcevable, l'étincelle avait pris, survivant au cimetière de leur tentative clinique. Nous allons être parents, bredouilla Christophe, la voix étranglée. Nathalie, nous avons fait un enfant. Je le sais, pleurait-elle à chaudes larmes. C'est invraisemblable. Après la guerre. Après ces années d'infertilité médicale. C'était écrit depuis le commencement. C'était l'histoire de notre couple, et de personne d'autre, déclara-t-il avec ferveur. Ce petit être attendait patiemment que nous touchions le fond pour nous sauver. Le docteur Dubois se retira discrètement, leur offrant l'intimité de cette résurrection. À son retour, un sourire sincère adoucissait son visage d'ordinaire si sévère. J'ai une dernière note réjouissante à vous partager. L'échographie matinale a confirmé l'engagement céphalique idéal du fœtus. Considérant que vous abordez la 36e semaine d'aménorrhée, et au vu de l'excellente vitalité fœtale, nous pourrions envisager de programmer une césarienne de précaution pour la semaine prochaine. L'alternative est d'attendre l'apparition du travail physiologique. La décision vous appartient. Christophe se tourna vers Nathalie, lui abandonnant le choix. Quelle est ta volonté ? Nathalie s'accorda un instant de réflexion, puis un sourire éclatant illumina son visage. Un de ces sourires solaires, emplis d'une joie ravageuse, que Christophe croyait enterré dans le passé. Nous allons faire preuve de patience. Ce miracle a vaincu chaque statistique dramatique pour arriver jusqu'ici. Je suis convaincu qu'il nous appartient de lui laisser le privilège de choisir lui-même l'heure de sa venue au monde. 4 nuits plus tard, au beau milieu de la nuit, Nathalie tira doucement Christophe de son sommeil en posant une main ferme sur son épaule. C'est le moment, murmura-t-elle, gardant un sang-froid impressionnant malgré la contraction flagrante qui venait de lui arracher une grimace de douleur. Le bébé arrive. Le travail en salle d'accouchement fut long, âpre, mais Nathalie fit preuve d'un courage surhumain. Christophe refusa de quitter l'enceinte de la salle de naissance une seule seconde. Il essuya son front, tint sa main, lui murmura un flot ininterrompu de paroles d'amour et de bravoure, s'éprenant d'elle d'un amour nouveau à chaque heure qui s'égrenait. Et finalement, dans l'après-midi baigné par un généreux soleil printanier, leur fille poussa son premier cri. Elle était minuscule, mais son cri strident attestait de la perfection de ses poumons, faisant la fierté de l'équipe pédiatrique.
Les spécialistes l'examinèrent sous toutes les coutures avant de la déclarer en parfaite santé. 3 kg et 200 grammes de miracle absolu. Lorsque la sage-femme déposa le nourrisson sur la poitrine nue de Nathalie, Christophe contempla cette femme qui fut la sienne, et qui le redeviendrait très vite s'il devait s'en mêler, bercer leur enfant, le visage inondé de larmes bénies. Elle est merveilleuse, chuchota Nathalie, en pleine sidération. Elle est la perfection incarnée. Elle possède tes traits, observa Christophe, frôlant du bout du doigt la paume minuscule de l'enfant. Les tout petits doigts se refermèrent sur son pouce avec une poigne redoutable, et il sentit les ultimes murailles de son cœur s'effondrer d'une manière qu'aucune réussite financière n'aurait pu égaler. « Comment allons-nous l'appeler » questionna Nathalie. Ils avaient débattu de 1000 prénoms, mais ne s'étaient jamais accordés, comme si une superstition implicite les poussait à attendre de croiser son regard. Christophe scruta son héritière, le duvet brun de son crâne, la courbe parfaite de son nez, et la profondeur de ses iris foncés qui semblaient déjà analyser l'univers avec un sérieux déconcertant. « Désirée » prononça-t-il dans un souffle. Son prénom doit être Désirée. Parce qu'elle est celle que nous avons tant espérée, tant désirée, alors même que nous avions capitulé face aux ténèbres. Les pleurs de Nathalie redoublèrent de beauté, épousant un sourire radieux. Désirée de Montfort. C'est une évidence absolue. 3 mois s'écoulèrent. Christophe et Nathalie se tenaient dans la lumière tamisée de la salle des mariages de la mairie, encerclés par une poignée de fidèles confidents, dont l'inévitable Madame Jacqueline qui avait exigé une place de choix au premier rang. La petite Désirée dormait à poings fermés, levée dans les bras rassurants de sa grand-mère maternelle, qui avait sauté dans le premier TGV depuis la Provence et s'était catégoriquement refusée à repartir. C'est de la douce folie, avait plaisanté Nathalie aux premières heures du jour, rajustant le tombé de sa robe blanche d'une élégance sobre. Nous revoilà devant le maire avant même d'avoir pu digérer le traumatisme émotionnel de la prononciation du divorce. C'est l'essence même de l'existence qui est folle, lui avait rétorqué Christophe en déposant un baiser sur son front. Mais il est hors de question de gaspiller 24 heures de plus sans faire de toi mon épouse légitime à nouveau. Le quota de temps perdu est déjà bien assez élevé. À l'instant même où l'édile les déclara unis par les liens du mariage pour la seconde fois de leur vie, Christophe attira Nathalie contre lui et scella cette promesse par un baiser charriant toute l'étendue de l'amour, de la gratitude et du respect qu'il conservait précieusement dans son âme. Ils avaient trébuché et s'étaient perdus dans la tempête, mais la boussole de leur amour les avait ramenés à bon port. Et cette fois-ci, les fondations de l'édifice étaient indestructibles. Elles étaient coulées dans le ciment de la transparence, du dialogue franc, et de la certitude inébranlable que les véritables miracles n'apparaissent qu'à ceux qui ont la patience d'endurer l'hiver. Prête à rentrer à la maison, glissa Christophe à son oreille lorsqu'ils s'éloignèrent l'un de l'autre. Nathalie abaissa son regard vers Désirée, qui venait de s'éveiller et les fixait de ses grands yeux curieux. Puis elle releva le visage vers l'homme de sa vie, illuminé par un sourire triomphant. Oui. Rentrons à la maison. Ils franchirent les lourdes portes de la mairie, accueillis par l'éclat radieux du soleil parisien. Une lignée soudée non pas par les caprices de la génétique, mais par la force du libre arbitre et la puissance de la résilience. L'horizon s'étendait devant eux, mystérieux, sublime, regorgeant de promesses infinies. Et pour la toute première fois depuis des années de doute et d'ombre, Christophe se sentait un homme complet. Parfois, les épopées romantiques les plus grandioses ne racontent pas l'excitation de la nouveauté ou la découverte d'un inconnu. Parfois, elles subliment le courage infini qu'il faut pour retrouver le chemin menant au cœur de la seule personne que l'on n'a fondamentalement jamais cessé de chérir. Et parfois, balayant d'un revers de main les statistiques cliniques et les oracles médicaux les plus funestes, la magie opère à la seconde exacte où l'on a baissé les armes. Christophe avait percuté son ancienne épouse, enceinte de 6 mois, sur un trottoir battu par la pluie, et au travers de ce choc salvateur, il avait renoué avec l'amour, l'esprit de famille, et l'essence même de sa propre humanité. Le milliardaire qui avait passé sa vie à ériger des forteresses de béton et de verre réalisait enfin que son unique et irremplaçable trésor l'avait toujours attendu, espérant patiemment qu'il trouve l'audace et la sagesse de le reconquérir.